De deux personnalités, Luc Montagnier et Henri Joyeux. Luc Montagnier, défendu par le youtubeur Silvano Trotta. La 5G servira à asservir les peuples. Ça, c'est un fait. Et Henri Joyeux par son ami le pharmacien à la retraite Jean-Bernard Fourtillan, lui-même co-animateur d'un site internet bourré de contre-vérités, avec deux autres figures anti-vaccins, Serge Rader et Tal Chaleur. Cette vieille planète anti-vaccin attire à elle de jeunes astres, comme Kim Glo, ancienne star de la télé-réalité et super propagatrice de fausses informations sur le vaccin, avec une audience de 2 millions d'abonnés. Nous sommes en train de vivre un génocide. Le virus a été inventé pour diminuer la population. Ou encore Emma Cruzy, une youtubeuse suisse qui fait le lien avec la galaxie QAnon. Elle arbore dans sa main la lettre Q, en référence à cette mouvance complotiste venue des États-Unis. Emma Cruzy pose aussi avec Jean-Dominique Michel, un homme qui se dit anthropologue de la santé mais n'a écrit en fait qu'un seul livre sur les chamans. Des médecins ou des scientifiques qui trouvent un relais à l'Assemblée nationale en la personne de Martine Vonner, psychiatre, députée LREM, exclue de son groupe, connue pour avoir relayé une fake news jusque sur les bancs de l'hémicycle. Relais aussi chez quelques astres égarés du show business, comme Jean-Marie Bigard. On nous manipule, on organise une dictature chez nous. Comment je serais pas en colère? Ces constellations se fédèrent aussi autour de l'association Bon Sens et sa maison mère est France Soir, ex-journal devenu une tribune censée dévoiler tous les complots du monde. Des médias en ligne d'extrême droite ou des youtubeurs proches d'Alain Soral ou de Dieudonné leur offrent leurs meilleures audiences. La galaxie fake news est complexe, elle n'a ni leader incontesté, ni idéologie commune, mais comme toute galaxie, elle est en expansion. Sophie Peters, vous avez écouté attentivement Marion Mercier, ça vous fait réagir? Oui, on retrouve quelque chose de l'ordre, on en l'a un petit peu évoqué au début, là, en tout cas dans le reportage, de tout ce qui est superstition, c'est-à-dire facilité à croire quelque chose d'un peu surnaturel, et on le voit quand même un peu dans les profils des personnes. Et donc, c'est quelque chose qui... Alors, on a parlé de sens tout à l'heure, mais au-delà de ça, ça donne justement à quelque chose d'incompréhensible une explication incompréhensible. Et donc, ça permet en fait de fédérer des personnes qui vont avoir dans l'intuition, on trouve pas mal de gens dans la voyance ou les superstitions, et d'ailleurs, voilà, le livre sur les chamans, et ça discrédite d'ailleurs malheureusement d'autres courants beaucoup plus sérieux dans ces domaines-là, mais en tout cas, il y a une forme de crédulité, et c'est ça qui est très très spécial dans le profil enfin des personnes qui adhèrent, c'est que à la fois il y a énormément d'argumentation avec énormément de crédulité. Et en fait, il y a cette association presque paradoxale d'une personne qui croit facilement ce qu'on lui raconte, tout en continuant constamment à mettre en doute. Donc on voit bien que ça ne se situe pas au niveau du problème. Comme on dit en psy, la solution, elle n'est pas au niveau du problème, elle est bien ailleurs. Et sur le plan psychique, elle va servir un autre objectif et un autre enjeu que simplement celui de la simple croyance ou de ce à quoi je crois ou à ce que je ne crois pas. Alors le profil de ceux qui adhèrent, vous avez enquêté là-dessus, Marie, qu'est-ce qui leur sort? On a peu d'enquêtes. L'IFOP, avec la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch, chaque année organise des enquêtes quantitatives et qualitatives. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ressort que les personnes peu diplômées sont davantage poreuses aux thèses complotistes. Mais il y a un mais, et ça doit vraiment nous amener à nous garder de toute forme de manichéisme. On se rend compte que des personnes peu diplômées, mais ne s'informant absolument pas sur les réseaux sociaux, ne sont pas du tout poreuses au complotisme. D'accord. Ouais. Donc c'est quand même très interpellant. Et je reviens sur votre vision assez définitive et pessimiste de ce qui nous attend. Les jeunes générations sont totalement biberonnées aux réseaux sociaux. Totalement. Donc les jeunes générations... par définition... c'est inquiétant, du coup, non? Oui, ah oui, d'accord. Dans votre sens. Vous contestiez cette interprétation. Pas du tout, j'allais dans votre sens. C'est-à-dire que là, on va avoir vraiment des gaps générationnels importants en la matière. En termes politiques, est-ce qu'il y a des populations, des partis, des gens qui adhèrent? En termes politiques, le complotisme, au départ, on le retrouve plutôt à droite et voire à l'extrême droite. Les complots, le complotisme, au départ, va viser l'étranger, l'immigré, le différent, l'autre, le juif. On se rend compte ces dernières années que ça touche aussi une partie de la gauche, une partie des écologistes, une partie de la gauche radicale qui voit dans les big pharma
dans le système, là aussi, qui va adhérer à toute une série de thèses complotistes. Donc c'est en train de se retrouver des deux côtés de l'échiquier politique. C'est rarement au centre, on va dire. Plus rarement. Ouais. Ce prisme politique, on le retrouve dans l'histoire, Jacques Ravenne, ou pas spécialement? Oui, je pense que ça va peut-être même un petit peu plus loin. C'est qu'en fait, c'est en train de, malencontreusement, de recouper ce qu'on appelle les deux légitimités qui sont nées de la Révolution. La légitimité institutionnelle, représentative, qui s'est mise en place, et la légitimité de la rue, la légitimité de l'opinion. Or, cette légitimité de l'opinion, elle est en train d'être gagnée très largement par les thèses complotistes. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est quand vous citiez les études. J'ai eu l'impression d'entendre les études qu'on sortait sur le Front National il y a 15 ans. Ah, ils sont pas diplômés. Ah, ils sont pas ceci. Puis maintenant, ils sont à combien? 30, je crois. Voilà. Ouais. Vous allez avoir le même phénomène et qui va toucher en plus des jeunes et des diplômés. Donc, la véritable question, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'il ne faut pas plutôt l'interpréter comme un mouvement social de déconnexion totale entre la légitimité de l'autorité et du pouvoir qui est en chute libre, on le voit bien depuis déjà plusieurs années, et puis une montée d'une opinion qui est encore fragmentaire, qui est encore satellitaire, mais qui pourrait à un certain moment coaguler. Et là, ça pourrait donner des choses qui seraient assez curieuses. Et curieux, oui. C'est un euphémisme. Oui, carrément inquiétante, là, parce que vous nous dites là un mouvement d'opinion qui déboucherait sur... Moi, je pense qu'on aura le même phénomène. C'est-à-dire que si on le quantifie aujourd'hui à tant de pourcents, dans 10 ans, vous l'aurez au double ou au triple. Parce que ça suivra, à mon avis, à mon sens, le même cheminement. Et moi, j'hésite toujours à m'appuyer sur ces approches de gens peu diplômés, parce que déjà, c'est extrêmement péjoratif pour eux, en fait. Moi, j'essaie de voir plutôt derrière la souffrance sociale, la problématique de la compréhension du monde auquel la scolarité ne répond plus, parce que c'est pas que les profs soient mauvais, c'est que simplement le monde est devenu éminemment complexe. À la différence du XVIIe siècle, le savoir ne tient pas dans la main de honnête homme. Il y a plus de Diderot, c'est fini tout ça, l'encyclopédie. Donc les gens sont totalement désemparés, et face à cette souffrance, il va falloir apporter non pas un remède, mais un discours ou peut-être un récit. Voilà, un récit qui pourra nous réunir. Mais ce que je vois, moi, pour l'instant, c'est deux franges qui sont en train fondamentalement de se séparer. Et oui, je juge ça inquiétant. Oui, et ça renvoie à la perte de contrôle, parce que c'est ça la tentation du complotisme, c'est qu'il y a une perte de contrôle parce qu'il y a une perte de repères. Effectivement, avant, on avait une société beaucoup plus cadrante, avec des places à occuper. Alors aujourd'hui, on va dire qu'on est libre d'inventer nos vies, mais devant un territoire tellement immense qu'on ne sait plus se situer. Donc pour la jeunesse d'aujourd'hui, c'est extrêmement anxiogène. Il va falloir se trouver une place. Donc on va la chercher. Et on va essayer de contrôler un monde dont on a l'impression qu'il est en train de nous échapper. Et c'est vraiment une réponse à une perte de contrôle. C'est un peu comme si vous étiez au volant de votre véhicule et vous êtes en train de perdre le contrôle de vos représentations du monde, de la vie, de où vous situez, de quel choix faire dans la vie. Parce que si on n'arrête pas de vous dire en plus en développement personnel, mais tout est possible, vous pouvez faire ça, vous pouvez être ci, vous pouvez être ça. Donc, c'est un moyen d'augmenter encore plus l'anxiété des individus qui se disent, mais alors, qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc, il faut vite que je choisisse un camp. Et donc, il n'y a plus personne pour me gouverner. Il n'y a plus de gouvernants, il n'y a plus de gouvernail. On pourrait filer la métaphore sur gouvernant, gouvernail. Où est-ce qu'on va? Voilà. Où il n'y a plus de pilote dans l'avion. Le drame, c'est que les gens montent dans l'ascenseur social, mais ils chutent et ils accélèrent. Ouais. Voilà, c'est ça, le vrai problème. Sylvain Delouvet, il y a des choses riches, parfois inquiétantes, qui se disent sur ce plateau. Je sais que vous nous écoutez, on vous voit, ça vous fait réagir? Oui, je vous écoute, je vous entends, j'espère qu'il en sera de même pour moi. Ça marche. Oui, non, je voulais réagir sur les marchands de doute qu'on a vus dans le reportage tout à l'heure, parce que pour moi, il s'agit vraiment ici de marchands de l'attention. On a affaire à un business. Il ne faut pas oublier non plus que le complotisme sur les réseaux sociaux numériques permet à un certain nombre d'individus de gagner de l'argent. Et donc, il y a une espèce de débouché qui va multiplier les vidéos, les formes de coaching et j'en passe autour du complotisme. Donc, on a des marchands de l'attention qui vont capter notre attention sur les réseaux sociaux numériques et ça ne vaut pas que pour les jeunes. Nous baignons tous dans ces réseaux sociaux numériques, jeunes et moins jeunes. Nous faisons avec. Et donc, c'est un véritable ici business, un véritable marchandage qui va avoir lieu. Et on voit que le complotisme fonctionne, mais que demain, ça peut être une autre thématique qui le remplace à partir du moment où on peut, en quelque sorte, gagner de l'argent.
Mais est-ce qu'il faut légiférer par rapport à ça? Là, on a vu, par exemple, que Twitter a empêché Donald Trump de s'exprimer sur son réseau. En même temps, ça n'a pas plu à tout le monde, hein, parce que là, c'est refiler carrément le pouvoir à Twitter. Oui, alors à partir du moment où on prend des décisions, ça ne fait évidemment pas plaisir à certains. Là, il y a tout un débat qu'on pourrait avoir sur l'entreprise privée qui a presque un service public. À partir de quand elle peut couper la parole à certains, il n'en demeure pas moins que moi je trouve plutôt intéressant de saluer la prise de conscience, certainement beaucoup trop tardive, de ces fameux réseaux sociaux numériques. Facebook, Twitter permettent encore aujourd'hui à bon nombre de discours complotistes de se diffuser de manière complaisante, de manière trop facile. Donc il faut que ces GAFAM prennent leurs responsabilités. Ce ne sont pas uniquement des entreprises privées qui mettent à disposition un canal de communication. Ils ont un rôle à jouer dans la filtration de ces fausses informations. Mais casser le thermomètre, ça ne fait pas forcément tomber la température, Jacques Ravenne? Je pense qu'on prend un risque supplémentaire. C'est qu'indépendamment de la suppression du compte du président américain, il a été supprimé, je crois, plusieurs dizaines de milliers d'autres comptes de complotistes. Or, attention, tant que ces gens restent dans une sphère où ils se reconnaissent eux-mêmes, ils ne s'extériorisent pas. Là, si vous les privez de cette reconnaissance, vous risquez fort d'avoir des gens qui peuvent avoir des réactions et des réflexes un petit peu, là aussi, plus que curieux. Moi, je suis opposé à toute censure à ce niveau-là. Je pense tout ne peut pas être dit, je ne dis pas le contraire, mais en revanche, il est quand même préférable que ces gens s'expriment dans une sphère qui est celle de l'écrit et de la parole, et si on la leur supprime brutalement, je crains que leur mode d'expression soit très différent. Oui. Donc tout risque de censure, c'est le risque d'une bulle protectrice, d'une bulle de reconnaissance. Vous savez, vous avez sur Facebook, chaque fois qu'il y a un attentat, dans la mesure, ça arrive à presque tout le monde, il y a un moment d'égarement, un moment d'énervement, on dit je vais faire ci, je vais faire ça, je vais prendre mon fils, personne ne le prend. Mais les gens, voilà, il y a une catharsis. Si vous leur enlevez ça, aujourd'hui, alors qu'ils en ont maintenant l'habitude, je pense que la catharsis pourrait se passer ailleurs. Là, il y a un débat qu'on aura sans doute l'occasion de fouiller dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Je voudrais, il nous reste 3-4 minutes, Sophie Peeters. Comment faire face à quelqu'un qu'on juge? Vous voyez, je tempère maintenant mon discours complotiste. Comment lui parler? Est-ce que la première erreur à ne pas faire, ce serait de lui dire « tu es complotiste ». C'est déjà l'écouter. Déjà commencer par l'écouter parce qu'il a besoin de parler. Donc déjà l'écouter et commencer déjà à lui donner du crédit et à faire ce qu'on appelle et qu'on apprend aux managers dans l'entreprise, à pratiquer la reconnaissance. Donc l'écouter, qu'il se sente entendu et écouté. Tu existes, tu as le droit de parler, je t'écoute. C'est un peu caricatural et un peu formel, mais en tout cas d'avoir de l'intérêt, de la curiosité, parce qu'il y a un sujet dont on peut débattre. Donc, accepter de toute bonne foi, en toute bonne foi, vraiment, un véritable débat, sans essayer de mettre son interlocuteur dans un corner. Ça, c'est le premier point. Et puis, si on arrive dans une extrémité dans l'échange ou dans le débat, peut-être lui demander, mais en fait, tu es en train de me dire voilà, que le monde tourne pas rond, que tu crois, etc. Si tu voulais changer quelque chose, d'abord, est-ce que tu voudrais changer quelque chose? Et si tu voulais changer quelque chose, ce serait quoi? Et là, vous lui faites une proposition, parce que ça veut dire que vous le mettez dans une action. Au lieu d'être en mode défense, en mode défensif, en mode passif, voire en mode victime, parce que derrière les complotistes, il y a une victime d'un système qui essaye de se débattre. Là, vous lui dites, si je te donnais là la possibilité d'agir, voilà, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu changerais? Et là, tout d'un coup, il va devoir psychiquement changer d'état pour être actif et pour faire une proposition de construction. Et là, vous allez pouvoir amorcer un autre type de débat et pas essayer mais non, mais moi, je vais te montrer que tu as tort ou tu as raison. Et alors, à ne pas faire, parce que beaucoup, nous faisons ça quand on a eu un échange un petit peu on fait toutes les erreurs. Hein, c'est d'envoyer, vous savez, un article alors au cousin, à l'oncle, le lendemain des repas de Noël et tout, avec qui on s'est un peu pris de bec. Tiens, voilà un article formidable, ça va le faire changer d'avis. Alors vous l'envoyez avec... le pire, c'est le petit argument un petit peu limite, moqueur. Tiens, à propos de la discussion qu'on a eue, donc encore une fois du mépris, voire rien du tout. Et juste l'article. Là, vous êtes sûr que vous enflammez complètement la relation. Ou alors, plutôt, si vous voulez vraiment lui envoyer, dire tiens, à ce sujet, on a parlé de ça l'autre jour au déjeuner chez Mabi ou chez Maja. Et j'aimerais bien qu'on reprenne la discussion là-dessus parce qu'il m'a semblé que ça pourrait t'intéresser.
Et là, vous pratiquez encore ce qu'on appelle de la reconnaissance. Et je précise que dans la Croix hebdo, vous donnez aussi quelques conseils c'est très sur compliqué. C'est très compliqué. Il faut reconnaître. Sans doute qu'il faut s'interroger sur le fait de savoir d'où parle l'autre. Et qu'est-ce qu'il me dit ? Quel est son profil ? Quel est son profil ? Au travers de cette croyance-là, qu'est-ce qu'il me dit de lui ? Et de quoi il a peur ? Et je pense qu'en effet, il faut d'abord se dire, bon, il en est où ? Et où est-ce qu'on peut communiquer ? À partir de quoi on peut communiquer ? Sur quoi on peut se mettre d'accord ? Je peux aussi lui dire que je me suis trompée souvent, etc. Et que là, j'accorde un certain crédit à cette source-là. Pourquoi lui préfère cette source-là ? Je pense qu'il faut être très modeste et jamais disqualifiant. Mais profondément. D'abord, on peut tous se tromper. Donc, je pense vraiment qu'il n'y aurait rien de pire que d'être présomptueux soi-même et d'être jugeant, au fond. Bien, mais écoutez, je vous remercie à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Marie Boëton, je renvoie au dossier que vous signez dans La Croix hebdo qui paraîtra demain dans tous les bons kiosques et toutes les bonnes librairies. Le titre, je le rappelle, Complotisme. L'engrenage. L'engrenage. Là, on a vu passer le dernier livre de Jacques Raven et Eric Giacometti. Le duo propose des livres où il est parfois question de complot. En tout cas, c'est un sujet qui fonctionne et des livres qui ont du succès. Merci Sophie Peeters. Et je voudrais vous rassurer, Sylvain Delouvet, il n'y avait pas de complot contre vous ce soir, même si on a pu l'imaginer lorsque l'image s'est interrompue ou lorsque la ligne a été un peu chahutée. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Merci pour la richesse de votre propos. Merci également à Sophie Gastrin, Lucille Huguet qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dans une poignée de secondes, la météo et ensuite le journal de 22h. Je vous donne rendez-vous demain à 21h.